Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai échappé à l'horreur à Rome. Quant à mes 3 colocataires... Bonjour. Je suppose qu'on pourrait dire que je vous dis ceci à titre d'avertissement à ceux qui envisagent d'étudier à l'étranger à l'avenir. Je ne veux pas vous décourager d'y aller, mais plutôt vous mettre en garde afin que cela ne vous arrive pas aussi. Je devrais peut-être vous expliquer un peu. L'été dernier, j'ai été sélectionné pour participer à un programme d'études à l'étranger qui se déroulerait à Rome pendant plusieurs mois. Comme n'importe qui, j'étais ravi. Je n'étais jamais sorti des États-Unis auparavant, donc c'était une véritable aventure pour moi. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai joyeusement rempli ma valise de tout ce que je pouvais y mettre. Je suis le premier à admettre que j'avais beaucoup trop chargé mes bagages pour ce voyage. J'étais nerveux à l'idée de quitter mes parents pour la première fois, mais j'étais également enthousiaste à l'idée de profiter d'une nouvelle liberté pendant mon séjour en Europe. Avant même de m'en rendre compte, mes parents m'ont déposé à l'aéroport et j'ai embarqué pour un vol de 19 heures à destination de Rome. Même si le vol a été long et fastidieux, il n'a pas été si pénible. À ma sortie de l'aéroport, j'ai été accueilli par le responsable du programme et plusieurs autres étudiants qui allaient étudier avec moi. Ils avaient à peu près le même âge que moi et semblaient tous aussi enthousiastes que moi. Nous nous sommes ensuite rendus à la réunion d'orientation obligatoire, puis nous sommes allés chercher les clés de notre appartement. Au cours des mois qui ont précédé le voyage, nous étions chargés de faire connaissance avec nos futurs colocataires et de trouver un logement que nous pouvions tous nous permettre. Je devais vivre avec 3 mecs. Ils étaient tous très gentils et ont fait en sorte que je me sente le bienvenu, même si j'avoue qu'il est un peu difficile de se rapprocher d'un groupe d'amis déjà formé. Mais malgré ma légère marginalisation, tout semblait bien se passer. Nous avions tous un budget similaire, c'est-à-dire que nous n'avions pas beaucoup d'argent à dépenser. Nous étions tous d'accord pour chercher l'appartement le moins cher possible. Après plusieurs jours de recherche, nous sommes tombés sur une annonce pour un appartement ancien situé au-dessus du Campo di Fiori. C'est un emplacement de choix, et nous n'arrivions pas à croire qu'il était encore disponible, sans compter qu'il était proposé à un prix incroyablement bas. Cela a immédiatement déclenché une sonnette d'alarme dans ma tête. L'endroit était immense, mais le loyer était moins cher que celui d'appartements beaucoup plus petits, situés dans un quartier beaucoup moins prisé de la ville. Cependant, la raison ne l'emporte jamais vraiment dans un groupe de jeunes hommes enthousiastes. Les colocs avaient déjà pris leur décision et si je voulais rester avec eux, c'était ma seule option. Nous avons chacun reçu notre propre jeu de clés, ainsi qu'un plan avec les indications pour s'y rendre à pied. Grâce à son emplacement idéal, nous n'avons pas mis longtemps à y arriver. Le campo était incroyable. Pendant la journée, il était animé par un marché animé, tandis que le soir, il était bordé d'artistes de rue animés. Tous les appartements qui l'entouraient semblaient anciens, donc le nôtre ne se démarquait pas vraiment. Après avoir fait 3 ou 4 fois le tour de la place, nous avons finalement remarqué le numéro cloué sur une immense porte en bois ancienne. Ce serait notre maison pour les 3 prochains mois. Je me suis battu avec mes clés pendant un moment, jusqu'à ce que j'entende le clic de la vieille serrure lourde. La vieille porte épaisse s'est ouverte dans un grincement. Nous nous sommes alors retrouvés face à un long escalier en colimaçon. Nous nous sommes tous regardés et nous avons poussé un grognement. Aucun d'entre nous n'avait pris en compte le fait que le bâtiment avait été construit avant que les ascenseurs ne soient courants. Après 3 volées d'escalier et d'innombrables plaintes, nous nous sommes retrouvés tous les 4, bagages à la main, devant notre nouvelle porte d'entrée. Une fois de plus, j'ai sorti mon trousseau de clés et je me suis battu avec la serrure récalcitrante. Dès que la porte d'entrée s'est ouverte, mes colocs se sont précipités pour réclamer les meilleures chambres. Comme s'il s'agissait d'un appartement de 3 chambres, cela signifiait que 2 d'entre nous devaient partager une chambre. Personnellement, ça m'était égal, j'ai donc laissé les autres se disputer. Une fois la poussière retombée, j'ai découvert que je partagerais ma chambre avec un mec appelé Stéphane.
Cela me convenait parfaitement. Stéphane était gentil et très calme, ce qui correspondait exactement à ce que je recherchais chez un colocataire. Et puis on n'était pas vraiment venu pour se faire des petites amies, donc ce n'était pas vraiment un problème pour moi que je partage ma chambre avec un autre mec. Nous avons passé le reste de la journée à explorer notre nouveau logement. Il y avait 2 salles de bain, une cuisine entièrement équipée et un salon avec une vieille télévision. Une fois de plus, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Comment avions-nous pu obtenir tout cela pour un prix aussi bas ? Mais avant que je puisse finir ma réflexion, j'ai été interrompu par des cris. Ma première réaction a été de paniquer, mais j'ai vite compris que tout ce bruit était dû à l'excitation. À l'autre bout de l'appartement, près de la porte d'entrée, il y avait apparemment une autre partie de l'appartement que nous avions manquée. J'ai suivi le bruit jusqu'à ce qu'il me mène à un long couloir sombre. Au bout, derrière le groupe d'hommes qui poussaient des cris, se trouvait une machine à laver et un sèche-linge. Pour ceux d'entre vous qui se demandent où est le problème, je dois expliquer que ces appareils sont extrêmement rares à Rome. En général, les étudiants en échange doivent laver leurs vêtements à la main dans l'évier avant de les suspendre pour les faire sécher. Que faisaient ces 2 objets de luxe, comme ceux-là, dans un appartement aussi bon marché ? Nous avions passé des mois à préparer à laver notre linge nous-mêmes. Nos mères étaient ravies de nous aider. Mais nous étions encore plus ravis d'avoir découvert ces 2 machines. À peine les cris de joie s'étaient-ils calmés, qu'ils reprirent de plus belle lorsque mes potes remarquèrent une porte à côté de la machine à laver. Derrière cette porte se trouvait une salle de bain principale. Elle avait un balcon et une baignoire sur pied. Les mecs se mirent immédiatement à se disputer pour savoir à qui allait appartenir cette salle de bain. Je ne voyais pas vraiment pourquoi nous ne pouvions pas la partager, mais apparemment, les mecs étaient décidés et déterminés à en avoir la propriété exclusive. Allez savoir pourquoi. Finalement, c'est moi qui ai hérité de cette salle de bain. Stéphane avait lancé un argument logique. Comme lui et moi devions partager une chambre, tandis que les 2 autres mecs avaient chacun la leur, il était plus que normal que nous partagions une salle de bain principale. Et j'avoue qu'au début, j'étais plutôt enthousiaste, car après tout, c'était une très belle pièce. Cependant, au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à me méfier de plus en plus de cette pièce. Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots. C'est comme si, chaque fois que j'entrais dans cette pièce, je sentais que quelque chose me regardait. Et ce n'était pas vraiment l'aspect voyeuriste qui me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression que ceux qui m'observaient étaient en colère, qu'ils ne voulaient pas de moi là-bas, et qu'ils voulaient me faire du mal. J'ai commencé à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter cette pièce. J'ai demandé à Alex si ça ne le dérangeait pas que j'utilise parfois ses toilettes. J'ai inventé une excuse bidon, prétextant que c'était beaucoup plus pratique puisque sa chambre était toute proche, alors que ma salle de bain se trouvait à l'autre bout de l'appartement, au bout d'un très long couloir. Il a accepté sans problème, et quand je lui ai dit qu'il pouvait utiliser ma salle de bain quand il le souhaitait, il a aimé aussi. Cela a bien fonctionné pendant un certain temps. Pendant les 2 premiers mois de mon séjour, j'ai réussi à éviter complètement cette pièce inquiétante. Ce n'est qu'au cours du dernier mois que tout a commencé à se dégrader. Un soir, alors que je m'apprêtais à me brosser les dents, j'ai découvert qu'Alex occupait déjà sa salle de bain. Je me suis donc rendu dans la grande salle de bain où j'ai rejoint les mecs bruyants pour me brosser les dents. Ils étaient en pleine conversation lorsque Ludovic, notre autre colocataire, a éclaté d'un rire si violent qu'il a dû s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mais soudain, il s'est redressé brusquement, comme s'il avait reçu un choc. Nous avons tous regardé ce qui avait provoqué sa réaction. Là, sur le mur, à peu près au niveau de la baignoire, se trouvait une petite porte. Aucun d'entre nous ne l'avait remarquée, car elle était de la même couleur que les murs. Le propriétaire l'avait même recouverte de peinture. Naturellement, cela m'a rendu un peu nerveux. Quoi qu'il en soit, le propriétaire ne voulait clairement pas que quelqu'un l'ouvre. Mais comme d'habitude, Ludovic, faisant fi de toute prudence, a saisi la poignée et a commencé à tirer de toutes ses forces. Stéphane a claqué la langue en signe de désapprobation avant de sortir un petit couteau de poche.
Il a commencé à découper délicatement le long du joint de la porte. Je voulais le supplier d'arrêter, mais je n'avais pas vraiment l'énergie de discuter ce soir-là. En quelques minutes, Ludovic avait ouvert la petite porte avec un grand craquement. C'était un vide sanitaire. Il était assez grand. Je dirais qu'il pouvait contenir au moins 3 ou 4 personnes. Je me demandais pourquoi le propriétaire avait scellé une petite pièce vide. Pendant que je réfléchissais à ça, Stéphane et Ludovic ont appelé Alex pour qu'il vienne voir leur nouvelle découverte. Il était tout aussi enthousiaste qu'eux lorsqu'ils l'ont découvert. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, cet enthousiasme s'est estompé avec le temps, et le vide sanitaire a fini par servir de débarras pour quelques serviettes et paniers à linge. Dans les jours qui ont suivi l'ouverture du vide sanitaire, les choses ont commencé à passer de l'étrange au carrément terrifiant. Malheureusement, Alex avait changé ses habitudes nocturnes, si bien que je ne pouvais plus utiliser sa salle de bain le soir. Je me retrouvais donc à nouveau dans la grande salle de bain, avec le sentiment de plus en plus fort d'être observé. Je suis devenu tellement paranoïaque à chaque fois que j'entrais dans cette pièce que je sursautais littéralement au moindre bruit de tuyau. Et dès que j'avais fini, je courais à toute vitesse dans le couloir et fermais la porte derrière moi. Pour une raison quelconque, j'étais apparemment le seul à ressentir cela. Je ne pouvais pas non plus en parler aux autres mecs. J'étais déjà suffisamment marginalisé comme ça. Je gardais donc tout ça pour moi et espérais que cela finirait par disparaître. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Un soir, alors que je me préparais à aller me coucher, je me suis encore retrouvé seul dans la grande salle de bain. Alors que je me brossais les dents devant le miroir, quelque chose m'a donné la chair de poule. Il y avait un léger bruissement. Ce n'était pas le genre de bruit que pouvaient faire mes colocataires à l'autre bout de l'appartement. Tout bruit provenant d'eux aurait dû être assez fort pour m'atteindre jusqu'au bout du long couloir. Non. Ce bruit était très faible, comme si quelqu'un déplaçait prudemment des objets. Je suis resté complètement silencieux, terrifié. Le léger bruissement provenait de l'intérieur du vide sanitaire. Je me suis retourné et j'ai couru dans le couloir pour attirer l'attention de mes colocs. J'ai essayé de leur expliquer ce qui s'était passé, mais tout ce qui est sorti de ma bouche était des murmures incohérents. Finalement, j'ai réussi à balbutier « Il y a quelque chose dans le vide sanitaire ». Mes colocs me regardaient avec peur et confusion dans les yeux. Nous avons avancé ensemble dans le couloir jusqu'à la grande salle de bain. J'ai failli m'évanouir quand j'ai vu la petite porte du vide sanitaire entr'ouverte. Bien que cette découverte m'ait rempli d'horreur, Alex a immédiatement pointé du doigt la porte coulissante du balcon. Stéphane l'avait laissée ouverte pour aérer la salle de bain après avoir pris une douche plusieurs heures auparavant. Il a passé la tête par la porte et a pointé du doigt le toit en pente adjacent au nôtre. Il y avait un nid de pigeons occupé par quelques oiseaux. Les mecs ont supposé qu'un pigeon avait dû s'y introduire et être à l'origine du bruit. Ils ont tous bien ri pendant que nous retournions au salon. J'ai fait semblant de ne pas y prêter attention, mais je savais que ce n'était pas un pigeon qui avait causé ce bruit. Déjà, la petite porte avait été fermée toute la journée. Aucun d'entre vous ne tenait vraiment à la laisser ouverte, car il y avait une odeur de moisi à l'intérieur. Ensuite, la porte était fermée lorsque j'ai quitté la salle de bain. J'en suis certain, mais elle était grande ouverte à mon retour. Vous n'allez pas me dire qu'un pigeon sait comment ouvrir et fermer une porte tout seul, ou qu'il en est capable. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait vraiment pas dans cet appartement. De retour dans ma chambre, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai appelé mon meilleur pote sur Skype. Il avait toujours été sceptique et méthodique, mais il gardait également l'esprit ouvert face aux choses difficiles à expliquer. J'ai décidé qu'il était probablement la personne la mieux placée pour discuter de ma situation. Comme je m'y attendais, il était au départ assez sceptique. Il était toutefois d'accord avec moi pour dire qu'un pigeon n'était probablement pas à l'origine du problème. Il m'a demandé si j'avais des photos du vide sanitaire,
et m'a dit que s'il pouvait le voir, cela l'aiderait à comprendre un peu mieux et peut-être à trouver une explication plus logique. Soulagé qu'il ait au moins accepté de m'écouter, j'ai pris mon appareil photo et je suis retourné dans le couloir sinistre. À mon grand soulagement, j'ai constaté que la porte était toujours fermée. Je suis resté un moment devant, rassemblant mon courage avant d'ouvrir finalement la petite porte. Malgré le désordre laissé à l'intérieur par mes colocataires, la pièce était vide. J'ai pris une photo rapide avant de refermer la porte et de courir vers ma chambre. J'ai immédiatement branché mon appareil photo à mon ordinateur et téléchargé la photo. Lorsque j'ai enfin ouvert l'image, j'ai été pétrifié par ce que j'ai vu. Dans le coin supérieur droit, il y avait un visage qui me montrait les dents. Tout mon corps s'est mis à trembler violemment. « Mon Dieu, cette chose est dans notre maison !» ai-je dit. La peur a commencé à m'envahir. Quelqu'un avait enfermé cette chose dans le vide sanitaire et nous l'avions libérée. J'étais tellement absorbé par ma panique que je n'ai même pas remarqué le retour de mon colocataire. Il ignorait totalement le danger imminent qui nous guettait, mais même si j'avais essayé de l'avertir, il ne m'aurait pas cru. Je ne savais pas quoi faire, et j'ai finalement décidé que je m'en occuperais le lendemain matin. Même si ce n'était pas beaucoup, je me sentais plus courageux à la lumière du soleil. À partir de là, j'ai essayé de dormir. Mais pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai fermé et verrouillé ma porte avant de me coucher. Stéphane m'a regardé d'un air soupçonneux pendant que je faisais ça. Mais je lui ai simplement dit en plaisantant que Ludovic s'était faufilé dans notre chambre les nuits précédentes et avait volé mon Nutella. Il a ri de bon cœur, secouant la tête avant de s'installer pour la nuit. J'avoue que si j'ai réussi à trouver le sommeil cette nuit-là, c'est uniquement grâce à sa présence. Le fait de ne pas être seul peut donner un faux sentiment de sécurité. Il était environ 2 heures du matin lorsque le bruit m'a réveillé. J'ai toujours eu le sommeil léger, donc ce faible bruit a suffi à me tirer de mon sommeil. On aurait dit qu'une porte était ouverte à l'autre bout de l'appartement. Puis des bruits de pas ont suivi. Mais ce n'étaient pas des pas normaux. Ils étaient beaucoup trop rapides. On aurait dit que quelqu'un courait à toute vitesse du hall d'entrée au salon et dans tout l'appartement. Mais ce n'étaient pas des pas lourds comme ceux d'une personne qui court. Ils étaient très légers, presque anormaux. Ma première réaction a été de supposer qu'il s'agissait d'Alex ou de Ludovic. Alors je me suis levé et j'ai collé mon oreille contre le mur derrière moi qui séparait la chambre de Ludovic de la mienne. Je pouvais entendre sa respiration faible mais régulière. Il dormait clairement, ce n'était pas lui. Je me suis alors dirigé vers l'autre côté de ma chambre, près de la porte, et j'ai de nouveau collé mon oreille contre le mur. Les ronflements d'Alex étaient clairement audibles, ce n'était donc pas lui. J'ai commencé à avoir peur quand j'ai tourné la tête en dernier recours pour voir si Stéphane s'était peut-être levé. Mais je pouvais clairement voir son corps immobile se soulever et s'abaisser silencieusement pendant qu'il dormait. Un frisson m'a parcouru l'échine et j'ai failli crier quand j'ai réalisé que les pas s'étaient arrêtés devant ma porte. Même si toutes les lumières étaient éteintes, je pouvais clairement voir l'ombre sombre d'une silhouette à travers la petite fente au pied de ma porte. Je n'osais pas bouger. Quoi que c'était, cela restait immobile, à l'affût. Puis, à ma grande horreur, la poignée de ma porte commença à bouger lentement. Doucement au début, puis de plus en plus violemment lorsqu'elle comprit qu'elle était verrouillée. Le bruit finit par réveiller mon colocataire. Il s'assit, clignant des yeux, perplexe. À cet instant, la poignée cessa de bouger. Stéphane me demanda ce que je faisais et si je savais quelle heure il était. Je lui répondis que ce n'était pas moi. Je lui dis que la chose qui avait ouvert la porte du vide sanitaire la veille était revenue. Mais il se contenta de froncer les sourcils et me dit que je devais dormir davantage, que je faisais trop de cauchemars. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon responsable de programme. Je lui ai dit que je devais rentrer chez moi. Il a essayé de me convaincre que je souffrais simplement du mal du pays et que cela passerait, mais j'ai insisté.
Il a fini par céder et m'a laissé appeler mes parents. Ils étaient perplexes mais compréhensifs. Ils ont réussi à changer la date de mon vol de retour au lendemain matin. Je voulais vraiment partir ce jour-là, mais c'était le plus tôt qu'ils pouvaient faire, ce qui était compréhensible. Malheureusement, cela signifiait que je devais passer une nuit de plus dans ce putain d'appartement. À mon retour, j'ai essayé de raconter aux autres ce qui s'était passé. Je savais que j'allais partir et que je serais hors de danger, mais j'étais toujours extrêmement inquiet pour leur sécurité. Mais aucun d'entre eux ne m'a pris au sérieux. Ils me regardaient comme si j'étais fou. Ils n'ont rien dit, mais j'étais sûr qu'ils pensaient que je rentrais chez moi à cause d'une sorte de dépression nerveuse, ou que je ne me sentais pas accepté. À ce stade, je ne pouvais plus rien dire pour les convaincre. Alors cette nuit-là, j'ai verrouillé ma porte et je me suis couché, hésitant. Et comme prévu, vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par des bruits de pas rapides qui couraient dans l'appartement. J'ai entendu la porte de la salle de bain commencer à s'ouvrir en grinçant, suivie de la porte au bout du couloir. Les pas sont devenus plus forts et plus rapides à mesure qu'ils se déplaçaient dans l'appartement. Et finalement, ils se sont à nouveau arrêtés devant ma porte. Cette fois-ci, j'ai entendu une respiration lente et lourde. Je me suis assis paniqué et j'ai vu avec horreur que Stéphane avait oublié de fermer la porte à clé derrière lui après s'être levé pour aller pisser. C'était juste devant ma porte et je ne savais pas si j'avais le temps de me lever d'un bond et d'essayer de la verrouiller avant que la chose ne se rende compte que rien ne lui barrait le passage. J'ai hésité un instant de trop et le temps que je me redresse dans mon lit, la poignée a commencé à tourner lentement. Je me suis figé de terreur lorsque la porte s'est entr'ouverte, révélant mon bourreau. Il se tenait là, sinistre, dans l'embrasure de la porte, me fixant du regard. Ses yeux sortaient légèrement de son crâne et émettaient une très faible lumière bleutée. Il ne semblait pas avoir de nez, seulement des fentes à l'endroit où auraient dû se trouver les narines. Il avait des dents humaines, mais pas de lèvres, ce qui donnait l'impression d'un rictus éternel. Sa peau blanc grisâtre était cireuse et tendue sur son visage osseux. Le reste de son squelette était difficile à distinguer, car il était presque entièrement enveloppé dans l'ombre. Après avoir marqué une pause dans l'embrasure de la porte, il se mit à avancer vers moi. À chaque mouvement, son corps émettait des craquements écœurants. Je restais assis là, pétrifié par la peur, jusqu'à ce qu'il arrive au pied de mon lit. Sa respiration lourde était assourdissante. Je ne sais pas comment Stéphane a pu dormir malgré tout ce bruit. L'air commençait à sentir le pourri et le renfermer. À une vitesse effrayante, il a bondi à l'autre bout du lit, à quelques centimètres de moi. J'ai eu un haut-le-cœur en sentant son odeur, qui ressemblait à celle du soufre et de la chair en décomposition. Lentement, il a déployé l'une de ses mains noueuses et a commencé à tendre le bras vers moi. Ce n'est que lorsqu'il s'est trouvé à quelques centimètres de moi que j'ai enfin retrouvé ma voix. J'ai crié aussi fort que possible et il s'est arrêté net. Stéphane s'est précipité hors de son lit, visiblement effrayé. La créature s'est mise à 4 pattes et s'est enfuie de la pièce avec des mouvements inquiétants qui rappelaient ceux d'une araignée. Un instant plus tard, Stéphane a allumé la lumière et m'a regardé avec colère. Il a exigé de savoir ce qui se passait. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé et il m'a traité de fou et de débile mental. Le taxi est venu me chercher très tôt le lendemain matin. Le soleil n'était même pas encore levé lorsqu'il est arrivé. Aucun des mecs n'est venu me dire au revoir, mais je m'y attendais. Après avoir chargé mes bagages dans le coffre, je me suis installé sur la banquette arrière du vieux taxi. Il a traversé la place et s'est arrêté devant mon immeuble. Lorsque je me suis penché pour regarder par la fenêtre, j'ai pu voir où se trouvait ma chambre. Mon visage s'est déformé sous l'effet d'un mélange de panique et d'inquiétude. Là, regardant par ma vieille fenêtre, se trouvait la créature.
Ses yeux fixes me transperçaient, et sa bouche sans lèvres s'est courbée en un rictus menaçant. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le chauffeur de taxi a démarré, laissant cette maison infernale loin derrière nous. J'ai essayé de les avertir. Vraiment. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les avertir du danger dans lequel ils se trouvaient, mais aucun d'entre eux ne m'a écouté. Je n'aurais jamais pu empêcher ce qui s'est passé après mon retour chez moi. En effet, plusieurs semaines après mon retour aux États-Unis, j'ai reçu un appel téléphonique du directeur du programme. Il m'a informé que la veille de la fin du programme, mes 3 anciens colocataires avaient été portés disparus. Les autorités n'avaient aucune idée depuis combien de temps ils avaient disparu, car leur disparition n'avait été découverte que récemment, lorsque le directeur du programme était allé voir s'ils allaient bien, après qu'aucun d'entre eux ne se soit présenté à la réunion de clôture du programme. Ils ont supposé qu'ils avaient disparu depuis au moins 1 semaine ou 2, car toute la nourriture dans l'appartement était périmée. Il n'y avait aucun signe d'effraction et aucun objet de valeur ne manquait. Le seul détail notable mentionné dans le rapport était qu'à leur arrivée sur les lieux, une petite porte étrange était entr'ouverte dans la grande salle de bain. Et lorsqu'ils s'en sont approchés, ils ont été accueillis par une odeur puissante provenant d'une source invisible. Le rapport officiel les déclare disparus, mais je sais qu'ils sont tous morts. Je sais que j'ai eu une chance incroyable d'en réchapper vivant. Je pense que si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement parce que j'ai fui à des milliers de kilomètres, de l'autre côté de l'océan. Même s'ils ne veulent pas m'écouter, je continue de ressentir une culpabilité immense pour ce qui est arrivé à ces mecs. C'est pourquoi je vous dis tout ceci aujourd'hui. Je ne peux peut-être pas remonter le temps et sauver mes amis, mais je peux peut-être empêcher que cela vous arrive à vous. Alors s'il vous plaît, tenez compte de mon avertissement. Si vous avez un jour l'occasion d'étudier à l'étranger, gardez ceci à l'esprit. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Et quoi que vous fassiez, ne restez pas au 3e étage de l'ancien immeuble jaune au-dessus du Campo di Fiori. Il y a quelque chose là-bas. Et croyez-moi, quelque chose de maléfique.